Alors aujourd'hui, dans ESS On Air, on va parler de l'élection présidentielle, bien sûr, primaire populaire, Christiane Taubira, Anne Hidalgo. Le premier tour, c'est dans moins de 3 mois. On va aussi parler d'Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, paraît-il, et qui préside en ce moment le Conseil de l'Union européenne. Et puis on va aussi parler de services civiques européens, donc d'engagement des jeunes, et d'insertion professionnelle, notamment de l'impact du Covid dans le secteur de l'insertion, dans le secteur de la restauration aussi. Et on va en parler avec nos deux invités, Marie Tréloucane et Emmanuel Chansou. Marie Tréloucane, elle est cofondatrice et présidente d'Unicité. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Unicité, c'est l'association qui a inventé le service civique en France et qui l'a fait entrer dans la loi. C'était en quelle année? Il y a eu plusieurs étapes, mais la loi actuelle, c'est 2010. C'est 2010, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Et puis Emmanuel Chansou, il est directeur d'emploi-développement. C'est une structure d'insertion par l'activité économique. Il est aussi engagé en politique, Emmanuel Chansou, au PRG. Quelles sont vos fonctions au PRG, Emmanuel? Alors, je suis secrétaire national à l'économie sociale et solidaire. Voilà, et donc on est bien dans notre secteur d'activité, dans notre champ d'investigation chez Mediatico.fr. Alors comment regardent-ils l'actualité? Quelles sont les infos positives qu'ils ont envie de partager avec nous? Quelle est leur propre actualité? On voit ça tout de suite dans ESS On Air. Alors l'actualité de la semaine pour nous, évidemment, c'est la présidence française de l'Union européenne. Mercredi prochain, 19 janvier, Emmanuel Macron sera à Strasbourg pour une sorte de discours de politique générale avant un débat au Parlement européen. Mais déjà cette semaine, ça commence à bouger. Hier, les 27 ministres européens de la Défense étaient à Brest. Alors ça, c'est pas très social et solidaire. Il y a 2 jours, le secteur coopératif agricole interpellait le président de la République sur l'Europe agricole, avec 13 propositions pour une Europe souveraine, inclusive et responsable. Et puis, Emmanuel Macron a aussi dit en décembre qu'il voulait développer un service civique européen. Ça nous intéresse particulièrement chez Mediatico. Alors, c'est vous, Marie Tréloucane, qui avez lancé donc ce service civique en France. Mais avant de faire le point avec vous, on va accueillir Émilie Josse. Elle est journaliste à Mediatico et on va faire avec elle un petit tour d'horizon du volontariat des jeunes en Europe. Et je crois que ce n'est pas évident d'y voir clair. Émilie, bienvenue sur ce plateau. Alors, oui, qu'est-ce qu'on sait? à tous. Bonjour Émilie. Qu'est-ce qu'on sait du service civique européen? Eh bien écoute, on sait que chaque année, des milliers de jeunes Français décident de partir à l'étranger en tant que volontaires pour découvrir d'autres cultures, faire du bénévolat, participer à un bien commun ou avoir de nouvelles compétences. Alors devenir volontaire à l'étranger, c'est une tendance en hausse. En tout cas, c'est ce que dit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, malgré la crise sanitaire et les fermetures des frontières. L'Europe a même été la première région du monde à rendre de nouveau possible le volontariat après la réouverture de ses frontières en mai 2020. Alors nous, ce qu'on se demande en fait, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui participent au service volontaire européen? Est-ce qu'on a des chiffres? Et je crois que c'est pas évident d'y voir clair. Alors effectivement, Frédéric, je vais être honnête, c'est pas simple du tout de s'y retrouver dans les structures mises en place pour le volontariat en Europe. Les chiffres sont assez clairsemés et les sources sont plutôt multiples. La première source que j'ai trouvée, c'est d'abord le rapport du Corps européen de solidarité qui rapporte que plus de 270 000 personnes ont effectué une mission volontaire dans un pays européen. C'est ce qu'on appelait avant le service civique européen, qui est aujourd'hui encore géré par l'agence de service civique. Et la seconde source... On sent que c'est super compliqué au niveau européen. Ah oui, non, franchement, j'ai découvert un monde qui était vraiment très épars et clairsemé. Hein. Ok, seconde source du coup? Alors, seconde source, c'est le programme Erasmus+, qui comptabilise près de 100 000 bénéficiaires. Erasmus+, qui existe depuis 2014, c'est l'addition de 2 grands programmes de la Commission européenne. D'une part, le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, donc le EFTLV. On ne va pas rentrer dans les acronymes parce que sinon ça va être compliqué. On s'en sort plus. Mais avec l'Europe, il y en a beaucoup. Oui, et donc dans lequel on trouvait l'ancien Erasmus et donc qui a été additionné avec le programme Jeunesse en Action. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai manque de clarté
des institutions mises en place pour le volontariat et qu'on a du mal à avoir des chiffres clairs. Et Marie Trébuchan rigole parce que je suis sûre qu'elle acquiesce avec le manque de clarté. Émilie, juste dernier point, c'est quoi les missions sur lesquelles les jeunes Européens s'engagent le plus facilement? Alors les principaux domaines d'intervention en Europe pour les jeunes qui veulent faire du volontariat, c'est principalement l'inclusion, donc l'inclusion sociale ou professionnelle, l'éducation et également le développement des compétences professionnelles. Merci beaucoup, Émilie, pour ce petit point, ce petit tour d'horizon sur le service civique européen, sur le service volontaire européen. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on va en parler avec Marie Trébuchan. Donc je disais, bon, c'est vous qui avez lancé le service civique en France. Est-ce que c'est vous qui avez soufflé à l'oreille d'Emmanuel Macron l'idée d'en faire un service civique européen? Comme pour le service civique français, c'est pas que moi. Donc oui, je fais partie de ceux qui ont tenté de souffler fort, en tout cas. Maintenant, il y a un collectif de jeunes qui s'appelle le Collectif pour un service civique européen que j'ai rencontré il y a quelques années, qui sont vraiment à fond aussi sur cette idée-là, qui moi traîne dans ma tête depuis le début du service civique, plus de 10 ans. Et puis, comme l'a expliqué votre chroniqueuse, il y a toute une histoire derrière. Donc, il y a aussi des associations qui sont mobilisées depuis parfois 30 ans. Le service volontaire européen, il avait été créé par Édith Cresson il y a très très longtemps. Unicité, même Unicité n'existait pas. Enfin, c'était les débuts, donc dans les années 95-16. Première femme, premier voilà, ministre ça a en France. été remplacé par le Corps européen de solidarité. Donc tous ces jargons-là, toute cette complexité, c'est simplement des dispositifs qui se succèdent et qui changent de nom en étant quand même relativement similaires, mais qui pour tous, et c'est là un peu l'innovation, et en tout cas j'espère ce que pourra apporter un nouvel élan, c'est que c'est quand même peu de jeunes qui sont concernés. C'est ça, parce qu'en fait, je voudrais bien revenir sur les chiffres. Il y a combien de jeunes qui pratiquent le service civique en France, qui s'inscrivent et qui font des missions de service civique en France? Si on parle des classes d'âge, en France, une classe d'âge, c'est 750, 800 000 jeunes. Donc, c'est les jeunes qui ont 18 ans la même année. Ça dépend du taux de natalité de l'année en question, mais bon, donc c'est ça, voilà. Aujourd'hui, le nombre de places de missions de service civique financées par l'État, il pourrait y en avoir beaucoup plus, c'est de l'ordre de 100 000. Et encore, il y a eu un gros développement depuis la crise Covid et le plan de relance. L'État a investi dans le développement du service civique. Donc, on annonce des chiffres de 245 000 qui sont en fait, je vous passe les stocks et les flux parce que là, vous allez vous perdre. Mais en fait, en vraie place de jeunes, si on atteint les 245 000 affichés, c'est plutôt 145 150 000 places sur 800 000 jeunes. Donc, on voit qu'il faudrait faire x6 si on veut que tous les jeunes... Bon. Donc, il y a un potentiel de développement incroyable chez Unicité. Voilà, sur le service civique, c'est pas que Unicité, encore heureux. Et puis, on se dit que s'il y a 100 000 personnes qui font Erasmus+, dans toute l'Europe, c'est rien du tout en réalité. Il faudrait rechecker les chiffres, mais c'est quand même des chiffres un peu anciens. Mais on a beaucoup de mal à collecter les chiffres. On ne sait pas où sont ces chiffres-là. En fait. Et puis Erasmus+, ça veut dire quoi? Il y a le Erasmus que tout le monde connaît, qui sont les échanges universitaires. Je suis inscrite à la fac, je fais 6 mois en Espagne. C'était le fameux Erasmus. Ces jeunes-là, déjà, ça n'est que les jeunes étudiants. Bien sûr. Et dans les 4,7 millions de jeunes européens, si je prends l'Europe, c'est plus 800 000, c'est 4,7 millions, la classe d'âge, c'est 290 000. Et que 40% de ces 4 millions et quelques sont étudiants. 60% ne sont plus étudiants. Soit ils n'ont pas fait d'études, soit ils sont apprentis, soit ils sont au chômage, soit... Donc ça ne concerne pas 100% des jeunes. Même l'éligibilité à Erasmus, puisque pour faire Erasmus, faut-il être inscrit à l'université. D'où l'intérêt, et Erasmus qui est super, c'est vraiment des projets européens qui ont permis de faire société au sein de l'Europe. Et c'est à ce titre-là qu'il faudrait le développer encore plus massivement, qu'il y ait plus de place. Donc même si 100 000 c'est faible, je pense qu'on est plutôt autour de 200, 290 000, mais ça reste petit par rapport à 4,7 millions. C'est vrai que notre idée, ce qu'on a essayé de souffler, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin sur autre chose, quelque chose qui puisse concerner tous les jeunes. Et l'idée en Europe. En Europe. En France aussi, mais les deux en fait. Alors, ça marcherait comment ce service civique européen? C'est en train d'être construit. Donc notre proposition avec le collectif, c'est que on soit sur l'idée d'un service civique, d'une année de césure, en fait, consacrée à servir l'intérêt général, à faire des choses pour la société, mais en étant encadré, en ayant une indemnité, en ayant des formations, dans un esprit gagnant-gagnant, je donne et je reçois, autre chose que ce que j'apprends à l'école, j'apprends d'autres genres de choses. Il y a un vrai tremplin, c'est aussi un tremplin professionnel, on le voit sur le service civique français, donc la même idée, une année de césure, mais au lieu de faire toute ton année en bas de chez toi, ce qui est très important, parce que contribuer à ton territoire, c'est quand même très important, tu fasses, un peu à l'instar d'Erasmus, une partie de ton année de césure dans un autre pays. Et que donc, symboliquement, tu construis ton territoire
et tu construis l'Europe. Donc tu es à la fois citoyen de chez toi, de ton pays, et à la fois citoyen d'Europe. Et c'est un peu cette idée-là qu'on essaye de pousser, une espèce d'Erasmus de l'engagement. Mais pour que ça marche, il y a plein de choses à faire, puisqu'il faudrait qu'il y ait des services civiques dans tous les pays, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'argent mis dans un genre de corps européen de solidarité, dans un dispositif européen qui permette de financer cette mobilité, puisque l'État français va, par exemple, pour ces jeunes Français, ce serait logique que ce soit l'Europe qui finance les déplacements, les cours de langue, enfin la partie mobilité, comme Erasmus. Quand on part dans une université en Roumanie ou je ne sais où, en Espagne, on a une petite bourse qui ne finance pas tout, mais qui t'aide quand même à partir. Bon, un peu dans le même esprit, il faut qu'on arrive à généraliser ça. Donc il y a un peu de travail, mais c'est complètement possible. Et la France est très légitime pour le porter, puisque la France a quand même si on ne touche que 100 ou 150 000 jeunes sur les 800 000, on a un des plus gros dispositifs d'engagement et de service civique au monde. Et en Europe, c'est clair, avec l'Allemagne, on est les deux pays. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a l'Allemagne un peu. Il y a l'Allemagne qui a un gros dispositif de service civique dans la lignée, comme nous, du service national. Ils ont suspendu leur service national ou supprimé, je ne sais pas, nous on l'a suspendu, mais ils l'ont remplacé par une forme volontaire, à la fois écologique et sociale, donc il touche aussi dans les 110 000 jeunes par an, donc c'est similaire. Et ensuite, il y a l'Italie, le Luxembourg, mais sur des plus petits nombres. Il y a l'Autriche et la Finlande qui ont encore un service militaire avec une forme civile. Donc là, ils ont des engagés service civique, mais dans une alternance au service militaire. Et il y a plein de pays qui, un peu comme nous, il y a 15 ans, quand on a créé l'UNICEF, qui s'intéressent finalement à mais pourquoi pas investir en tant que pays pour leurs jeunes dans un dispositif de service civique national. Donc l'Estonie, enfin, on est en lien avec beaucoup de pays qui ont envie de reprendre un peu l'histoire qu'on a pu vivre en France en expérimentant et en développant des dispositifs nationaux. Alors quand Emmanuel Macron a parlé de ce dispositif de service civique européen dans un discours au mois de décembre, vous avez tout de suite réagi chez Unicité en disant « ouais, mais nous, c'est quelque chose qu'on porte et voilà comment on conçoit le dispositif ». Donc moi, j'ai tout de suite vu un positionnement pour faire valoir vos idées, d'une part pour faire connaître le fait que vous travaillez dessus, d'autre part peut-être pour orienter vers une direction que vous avez construite depuis 2010 du coup. Quels sont les enjeux en fait qui se jouent? Quelles sont les modalités que vous aimeriez voir dans ce service civique européen sur la durée, sur les missions, sur les tranches d'âge? C'est quoi les modalités pour vous de ce service civique européen? Ça, c'est à construire ensemble. Nous, on est parti sur un modèle de 12 mois, 6 mois chez soi, 6 mois dans un autre pays, donc un peu dans la lignée mais on peut y travailler collectivement. Tout ce qu'on sait, c'est par notre expérience de terrain, que si on veut que ce soit vraiment un tremplin à la fois citoyen et professionnel pour les jeunes, il faut que ce soit suffisamment consistant. 2 semaines, c'est sympa, c'est utile, c'est intéressant, mais... Parce qu'aujourd'hui, le service volontaire européen, c'est 2 semaines, c'est ça? Non, il y a de tout. Ça n'existe plus. Alors, dans les jargons, ça s'appelle maintenant le corps européen de solidarité. Pardon de me perdre dans le jargon européen. Mais dans le corps européen de solidarité, c'est un dispositif de mobilité volontaire, mais il y a du 2 semaines et il y a du 6 mois. Et dans ceux qui font plus de 6 mois, il y en a très peu. Il y en a 50 000 sur toute l'Europe, vous voyez, donc c'est tout petit. Donc ça, c'est trop faible. Et les jeunes les jeunes plus éloignés, qui sont par exemple ceux qui ne sont pas éligibles à Erasmus, puisqu'ils n'ont pas fait d'études supérieures, eux, le fait de les avoir en France, chez eux en tout cas, donc dans la proximité pendant un certain nombre de mois sur des missions d'intérêt général ici, on les prépare au départ. Je ne sais pas comment on va dire ça, il y a tout un parcours en fait. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont jamais sortis de chez eux. Et donc tu ne vas pas tout d'un coup les balancer au fin fond de l'Europe, ils ne parlent pas la langue, enfin, c'est pas si simple en fait, même psychologiquement. Donc d'avoir un parcours où on donne, on est encadré dans un esprit bienveillant, en plus sur des missions d'intérêt général en bas de chez soi, et cette même structure reste ton référent dans, un peu comme ton université quand tu pars en Espagne. Du coup, il y a un parcours et il y a une continuité qui fait que ça rend la mobilité accessible, y compris psychologiquement, à des jeunes de milieux beaucoup plus divers, pour résumer, et beaucoup plus défavorisés que ceux qui ont accès au dispositif actuel. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, et c'est ce pourquoi on plaide plutôt sur quelque chose de long, et plutôt sur quelque chose qui est vraiment aussi du service civique. Je rends service à la société, parce que symboliquement, c'est hyper important en termes d'éducation à la responsabilité, à l'engagement, et puis même à la construction d'une société positive, où les gens se sentent acteurs du changement. Parce que si on va dans une société dépressive, et avec Covid, on peut aller dans un sens ou complètement dans l'autre. C'est-à-dire que soit on se dit, et les jeunes, ils sont face au réchauffement climatique qui fait que beaucoup se disent « je ne fais pas d'enfants, ce n'est pas la peine, dans 50 ans on est tous morts ».
il y a quand même ça. Donc le poids de ça, pour la génération des jeunes, c'est énorme. Et donc soit on a une génération de dépressifs, soit on a une génération de gens qui disent « je me bouge, il faut faire quelque chose ». Évidemment qu'il faut qu'on aille vers le deuxième. Et leur dire, parce qu'ils ont envie de changer les choses, après ils ne savent pas comment. Donc leur dire « t'as un an, t'as X ans dans ta vie, c'est rien dans la vie en vrai ». Où tu fais quelque chose pour changer la société, en bas de chez toi, mais aussi au bout de l'Europe, parce que finalement l'Europe ça t'appartient et tu dois la construire. Ça je pense que c'est hyper important. Emmanuel Chansou, vous qui travaillez dans le secteur de l'insertion par l'emploi de tous les publics éloignés de l'emploi, des jeunes en particulier, mais pas que, est-ce que ça vous parle, ce dont parle maintenant Marie Tréloucane, sur l'engagement des jeunes, ce service civique européen, cet engagement à participer, ce tremplin citoyen et professionnel? Oui, ça me parle parce qu'on est confronté, même pas confronté, on est sollicité par de nombreux jeunes pour s'engager. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour nous parce qu'il faut qu'on les encadre, c'est-à-dire qu'on propose un engagement qui ait du sens. Et puis, dans les parcours d'insertion aussi, on a pu avoir des tentatives de parcours transfrontaliers. C'est-à-dire que sur des fonds structurels européens, il y avait des petites tentatives qui ont été faites. Et je crois que ce qu'on remarque, nous, dans la population que l'on accueille en insertion, c'est que souvent, les gens sont à la fois attachés à un territoire, parce qu'on est des entreprises d'utilité sociale et territoriale, on cherche à avoir un impact territorial, mais on a aussi une population qui de plus en plus a envie de vivre. Moi, ce que je retiendrai, mais c'est plutôt à titre personnel, c'est que je pense que le vrai challenge, me semble-t-il, pour Erasmus et pour ces dispositifs, c'est de toucher les apprentis. Ça a été dit, c'est vrai que c'est un système qui est quand même assez inégalitaire, qui touchait uniquement les gens qui sont en université et pas les apprentis. En études supérieures. Et oui. C'est vrai que les gens qui sont en apprentissage, qui sont en lycée pro, c'est sûrement ceux vers qui il faut qu'on porte maintenant l'accent pour leur permettre justement de faire cette année de césure, cette année de prise de conscience, d'engagement citoyen et de prise de conscience de ce qu'est l'Europe. Et je pense qu'il faut de nouveau, pour éviter ce système dépressif dont on parlait, qu'on mette en avant ce que peut apporter l'Europe aux jeunes et au lendemain. Et alors plus largement, comment vous la regardez, cette présidence française de l'Union européenne? Alors, la présidence française de l'Union européenne, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, en termes pour l'économie sociale et solidaire, ça représente actuellement presque 3 millions de personnes, hein, et 8% du PIB européen. Donc, on n'est pas au niveau de la France, on est plutôt à 12%, donc il y a encore des efforts à faire. Ce que je pense, c'est qu'on a la chance que Jérôme Sadier, qui est le président de la Chambre nationale de l'économie sociale et solidaire, donc qui s'appelle maintenant France ESS, a pris ESS France, merci, a pris la vice-présidence de l'Organisation européenne de l'économie sociale et solidaire. On a parallèlement une secrétaire d'État française qui est très engagée, on peut le dire, pour porter des messages sur l'économie sociale et solidaire. Donc on attend de voir les initiatives qu'ils vont prendre. La balle est dans leur camp, j'imagine qu'ils sont en train d'y travailler. Donc je pense que tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire seront attentifs à cette présidence française pour voir les initiatives qui seront prises. Vous avez des attentes en particulier ou pas? Non, je n'ai pas d'attente en particulier. Je pense qu'on a des... Après, dans l'économie sociale et solidaire, on a plutôt tendance à comparer les modèles. Le modèle que l'on veut porter, c'est quand même celui, le plus possible, de la lucrativité limitée et de la coopération et des coopératives. Maintenant, il faut être un petit peu modeste, nous Français. Il y a des coopératives qui fonctionnent très très bien dans notre pays. Il faut savoir par exemple que ce qu'on appelle en France les ateliers adaptés, les entreprises adaptées en Italie, c'est quasiment exclusivement des coopératives qui portent ce système-là. Donc on a des choses à apprendre. Donc soyons un petit peu modestes, regardons ce qui se fait, mais surtout profitons de cette présidence pour multiplier les expériences et surtout prendre le meilleur de chaque pays et construire un vrai modèle européen de l'économie sociale et solidaire. Alors il y a un autre rendez-vous important au niveau européen qui concerne l'économie sociale et solidaire et qui va venir bientôt. C'est une journée spéciale dédiée à l'économie sociale en Europe. Ça se passera à Strasbourg le 17 février, Mediatico y sera. Ça se passe en présence aussi du commissaire européen Nicolas Schmit, qu'on va voir en photo, voilà, en charge de l'économie sociale. Et il sera là parce qu'évidemment, ça fait suite à l'appel à contribution lancé l'an dernier par la Commission européenne pour un plan d'action européen pour l'économie sociale. Quelles doivent être, Emmanuel Chansou, les priorités pour l'économie sociale en Europe, selon vous? Les priorités, je pense qu'il faut qu'elles renforcent son impact sur l'environnement et sur la transition écologique. Ça me paraît une évidence. Je pense qu'il y a une deuxième priorité, c'est la relocalisation des emplois. Moi, je pense, je plaide avec d'autres pour que l'économie sociale et solidaire, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, se saisissent véritablement de la stratégie industrielle. Je pense que, par exemple, on a montré l'exemple en France en
avec le plan qui a permis de fabriquer des masques, je pense qu'on peut faire la même chose à l'échelle européenne. Mais ça vaut pour les masques, ça vaut aussi pour des médicaments, pour des tas de services. Et je pense qu'il faut qu'on profite de l'échelle européenne pour construire de gros acteurs à l'échelle européenne de l'économie sociale et solidaire. Et bien voilà qui va nous mener maintenant à la suite de l'actualité présidentielle. L'actu politique à moins de 3 mois de l'élection présidentielle, elle n'est pas à droite cette semaine. Ça, c'était plutôt la semaine dernière avec Valérie Pécresse qui voulait repasser les banlieues au Karcher. Non, cette semaine, on va plutôt parler de la gauche qui essaye de sauver ce qui peut l'être. On regarde la une du Nouvel Obs, la gauche, opération survie, l'impossible rassemblement, le pari de Taubira. Donc effectivement, il y a Christiane Taubira dans l'actualité. Il n'y a pas beaucoup d'espoir autour d'Anne Hidalgo. Elle ne fait même pas 5% dans les sondages. Elle a dévoilé son programme hier. Elle défend les enseignants. Elle veut augmenter le SMIC de 15%. Mais elle abandonne la primaire, s'amuse le Figaro. Et puis, oui, Anne Hidalgo, elle dit effectivement qu'elle irait jusqu'au bout de la campagne, quel que soit le résultat de la primaire populaire, dont ne veulent pas non plus l'écologiste Yannick Jadot et l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Et puis donc cette semaine, il y a aussi Christiane Taubira, vous allez les voir toutes les deux en photo. Christiane Taubira qui n'est pas candidate au jour d'aujourd'hui, mais qui changera d'avis si elle sort vainqueur de cette primaire populaire voulue par 120 000 citoyens signataires. Attention, date butoir le 23 janvier si vous voulez vous inscrire pour participer à cette primaire populaire. Emmanuel Chansou, donc je le disais en introduction, vous vous êtes engagé au PRG, cette primaire populaire, est-ce qu'elle est en train de semer la zizanie à gauche? Je ne pense pas qu'elle sème la zizanie, je pense qu'en fait la primaire populaire, ce sont les citoyens qui se saisissent de la désignation des candidats à gauche. Moi, je constate qu'il y a une forte émulation autour de cette primaire populaire. Il y a déjà 150 000 personnes qui sont inscrites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un comité qui a sélectionné les candidats. C'est que les candidats, qu'ils acceptent ou non le verdict de la primaire, ils seront challengés. Ça, c'est un point qui est important. Donc, il y aura dans la primaire, les gens pourront voter pour Jadot, pour Anne Hidalgo ou pour Christiane Taubira, et peut-être d'autres. Un point également aussi, c'est que le mode de scrutin de la primaire populaire, il sera au jugement majoritaire. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas quelqu'un. On va classer par ordre de préférence son candidat. Plus globalement, je pense que le principe de la primaire populaire, il correspond à une attente forte des citoyens de mieux s'impliquer. Quand on voit qu'il y a des candidats qui veulent, par exemple, mettre en place le référendum d'initiative populaire, quand on voit qu'il y a une demande forte de participation, la primaire populaire correspond à ça. Elle correspond aussi à un deuxième aspect, c'est que les citoyens qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans un parti politique, mais quand on leur propose d'aller participer à une primaire politique, ils s'engagent. On regarde ce qu'a fait les Républicains. En fait, ils ont réussi en très peu de temps à organiser une primaire qui a désigné Valérie Pécresse. Et personne, actuellement, ne remet en cause sa légitimité. Elle a su rassembler les militants de son camp. Deuxième chose, pour finir, un petit point technique, c'est que le système de la primaire populaire, c'est le même système de vote, c'est le même opérateur qu'ont utilisé les Verts et LR. Donc je pense que pour moi, ça correspond à une vraie stratégie qu'ont les citoyens de se saisir de ce sujet. Et je suis persuadé que d'ici une semaine, d'ici le 23, il y a quasiment 200 000 personnes qui seront inscrites pour participer à la primaire populaire. Marie Trélucane, vous regardez, vous, cette question de la primaire populaire, ça vous intéresse voilà, tout ce qui se passe à gauche en ce moment, et puis de toute façon dans le débat politique en général? Moi, je ne fais pas de politique, donc je suis désolée, ça je m'attendais un petit peu à cette réponse, mais est-ce que vous regardez quand même? Ça me désole, la campagne, puisque les sujets abordés, je suis impatiente qu'on passe à autre chose que la sécurité, et l'immigration et les réfugiés, et que sais-je. J'avoue que je suis un peu impatiente qu'on nous propose des projets de société, donc qu'on passe à une autre étape, ça, vraiment, je suis impatiente comme citoyenne. Donc je trouve que cette campagne est désolante. Je connais très bien les gens qui sont derrière la primaire populaire parce que c'est d'anciens militants associatifs que je connais très bien par ailleurs. Et donc je trouve tout à fait intéressante. En particulier. Oui, je les connais tous parce que c'est des jeunes, bref, on bien sait sûr, quoi. Oui, oui. Vous savez, la France très c'est engagés, petit. Hein. Ils ont envie, voilà, ils ont envie de faire bouger voilà, leur pays. Et je comprends leur point de vue. Maintenant, bon, voilà, c'est le jeu politique. Franchement, je ne rentre pas là-dedans. D'accord. C'est vrai qu'ils n'ont pas tort que c'est mal barré pour ceux qui voulaient un candidat de gauche capable de gagner, mais bon, ça, voilà. Ça m'a l'air d'être mal barré, quand même. Mais bon, on verra. Emmanuel Chansou, vous avez regardé hier le programme d'Anne Hidalgo?
Oui, c'est un programme qui a le mérite d'exister. Grosso modo, quand même, on retrouve beaucoup de choses qu'on a déjà vues auparavant. Il y a un effort significatif qui est fait sur les enseignants. Je pense que tous les candidats à gauche sont relativement d'accord sur le fait qu'il faut fortement revaloriser le métier d'enseignant. Et ça passe effectivement par la rémunération qui est vraiment 2 fois moindre que ce qu'elle est en Allemagne, et c'est pas normal. Voilà, je pense qu'il y a des choses, mais moi j'attends plus en matière de proximité des territoires. Nous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, ce qui nous rapproche, c'est d'avoir un impact social, un impact environnemental et être au plus près des territoires. Et je pense que cette dimension-là, moi j'espère que les candidats vont s'en saisir. Parce que c'est vraiment important qu'on puisse dire que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont ceux qui finalement créent encore des emplois dans des territoires qui sont totalement désindustrialisés. C'est intéressant de faire ce parallèle-là, parce que vous avez vu par exemple qu'elle voudrait mettre en place un ministre du climat et de l'économie. Donc elle lie directement dans son programme voilà, la question environnementale et économique. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de crédible? Oui, ça me paraît crédible. Je pense qu'après, il y a de la mécanique gouvernementale. C'est-à-dire que si, par exemple, on imagine de dire que le Premier ministre aurait sous sa responsabilité l'environnement, c'est un vrai signe qu'on envoie. Quand on dit, par exemple, qu'il faut que l'économie sociale et solidaire soit rattachée à Bercy, c'est un vrai signe qu'on envoie. Plus globalement, moi, ce qui me semble, c'est que les candidats ont parfois, je dirais, tendance à imaginer de grands plans, alors qu'il y a des choses très pratico-pratiques à faire. Je pense à un exemple. Tout à l'heure, je parlais d'Erasmus pour les apprentis, mais je crois surtout qu'il faudrait, enfin en tout cas, c'est ce que nous, les acteurs de l'insertion, on attend des candidats. On a proposé avec mon organisation professionnelle, le CORAS, de créer 10 000 emplois de proximité dans les territoires. Parce qu'on considère que l'économie sociale et solidaire, elle est capable de créer des emplois et de créer de la valeur ajoutée dans les territoires. Il y a par exemple un système à mettre en place pour redynamiser totalement certains villages. Je note par exemple qu'un candidat avait une très bonne idée, c'est Arnaud Montebourg, qui avait par exemple l'idée de dire on va revitaliser des villages en proposant à des gens qui veulent quitter les grands centres urbains et en les accompagnant pour s'installer dans des villages. Je pense que c'est une vraie idée qu'il faut garder. Moi, ça me désespère de voir en permanence des campagnes se dépeupler, des villes grossir, avec l'impact que ça a en termes de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que se loger en région parisienne est devenu complètement délirant. Et c'est non seulement délirant, mais c'est un scandale. Ce n'est pas normal. Donc il faut que les candidats s'engagent véritablement à résoudre ces inégalités sociales et territoriales. J'ai vu aussi dans le programme d'Anne Hidalgo qu'elle propose de relever le minimum vieillesse. Bon, ça, il y a pas mal de candidats de gauche qui vont le proposer. Mais Marie Trubucan, elle propose aussi d'instaurer un minimum jeunesse. Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent dans l'idée de proposer un revenu minimum pour les jeunes de 18 à 25 ans? Ça veut dire, elle n'a pas donné de montant, hein, elle ne s'engage pas là-dessus, mais on sait que le RSA n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Est-ce que vous ressentez dans les publics avec lesquels vous travaillez, les publics jeunes, ce besoin d'avoir un revenu pour les jeunes de 18 à 25 ans? C'est une question sociétale. Un jeune, à partir du moment où il est autonome de sa famille, il est comme n'importe quel autre citoyen et a besoin de vivre. Donc soit il a un travail, soit il a une formation rémunérée, soit il est en service civique, il a une indemnité, soit sans aucun doute qu'il faut faire quelque chose. Donc moi, à titre personnel, l'Unicité ne se positionne pas sur ces sujets, je suis évidemment favorable. Maintenant, il est évident qu'il faut travailler sur les solutions pour l'insertion. Et le service civique n'est pas un dispositif d'insertion, mais c'était l'objet de ma réunion tout à l'heure, mais c'est un vrai tremplin d'insertion, par exemple. Quand un jeune décroche, mais dès 16 ans, s'il décroche de l'école à 16 ans, mais typiquement, au lieu de le laisser comme ça pendant 3 ans et après pour rattraper quelqu'un qui depuis 3 ans ne fait rien, c'est dur, pour le coup les acteurs d'insertion le savent, il faut tout de suite lui donner cette espèce de bol d'air où en se rendant utile aux autres, il regagne confiance en lui déjà et puis il développe des compétences et puis il gagne une petite indemnité, donc il n'y a pas besoin du coup au moins pendant cette année-là de ce revenu, je ne sais plus comment il l'appelle. Revenu minimum jeunesse. Envers sa jeune, genre. Voilà. Il n'y a pas besoin puisqu'il le gagne là, à travers son indemnité et les taux de retour à l'emploi ou à la formation qualifiante rémunérée derrière sont énormes. Donc en soi, ça ne peut pas être ça tout seul. Il faut avant tout travailler sur, par exemple, la généralisation, on verra sur ce que demandent les acteurs de l'éducation populaire, mais le développement plus massif du service civique, notamment pour tous les jeunes dès 16 ans qui décrochent au moment où c'est opportun pour eux.
beaucoup, ce sera après le bac, au lieu de foncer tête baissée. Et là, on fait une année de césure, on gagne une petite indemnité, on se rend utile, on développe des compétences, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et ça évite des erreurs d'insertion, ça évite du désœuvrement. Donc, en tout cas, oui, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut travailler sur des parcours d'insertion, il faut donner les moyens aux acteurs d'insertion, il faut développer le service civique et peut-être en faire une étape naturelle dans le parcours de tous les jeunes. Sinon, ça ne suffit pas. Enfin, on ne peut pas juste vivre sur une allocation. Personne ne souhaite ça. Ouais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que il y a que 70% des bénéficiaires potentiels qui touchent le RSA. C'est vraiment ça qu'il faut. Il y a du non-recours. Il y a du non-recours au RSA. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je suis persuadé, à titre personnel, que le revenu minimum socle pour les jeunes, on y viendra. Il y a déjà plusieurs départements qui l'ont test, et je pense qu'on y viendra. Mais plus globalement, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les chiffres du chômage ne prennent pas en compte un ensemble de personnes qui ne rentrent pas dans les statistiques. C'est ça aussi. Pourquoi le CORAS porte cette idée de créer 1 million d'emplois d'utilité sociale et territoriale? C'est parce qu'on veut, alors avec une autre organisation qui est Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, s'attaquer au chômage de longue durée. Parce qu'en fait, actuellement, il y a une reprise, c'est vrai, mais une reprise qui va toucher en priorité les gens qui sont qualifiés, les gens qui sont installés, les gens qui ont des voitures, les gens qui sont dans les zones urbaines. Et le chômage de longue durée, il touche des gens qui sont très éloignés de l'emploi, des gens qui ne sont pas forcément dans les zones urbaines. Donc c'est là où il faut mettre en place des choses structurelles. Et aussi arrêter de se mentir. Les vrais chiffres du chômage, les vrais chiffres de sans-emploi, ce n'est pas les chiffres publics. C'est 3 fois plus. Emmanuel Chansou, vous m'avez dit en préparant cette émission que le Covid avait un impact très fort sur les gens qui sont en insertion, en particulier dans le secteur de la restauration. Est-ce qu'il faut gérer autrement la pandémie dans les restaurants? Est-ce qu'il faut des dérogations pour le secteur de l'insertion? Est-ce que vous attendez des recommandations, des préconisations, des prises de position pendant cette campagne présidentielle sur cette question-là? Il y a des aspects un petit peu techniques. Alors, nous, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'activités parce qu'on travaille beaucoup en restauration collective d'entreprise. La généralisation du télétravail a mis en grande difficulté les opérateurs avec qui on travaillait, qui de fait ne peuvent plus avoir recours au secteur de l'insertion. Le recours est réglementé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être une entreprise avec un plan social et en même temps avoir recours à de l'insertion. Donc ça, c'est un premier point. On n'a pas été aidé parce que notre convention collective n'est pas celle de la restauration collective. On n'est pas mono-activité. Donc on est structure d'insertion. Donc on est une structure d'insertion. Un mouton à 5 pattes voilà, pour un mouton à 5 pattes. Donc il y a un premier problème là qui n'a pas été résolu par le ministère du Travail. Et après, ça nous challenge. Ça veut dire qu'il faut qu'on se redéploie sur de nouvelles activités. Alors, manque de bol pour ce qui concerne l'emploi-développement, on s'était développé, nous, dans l'événementiel. Mais l'événementiel est lui-même aussi impacté durablement par la crise. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se réinvente totalement. La difficulté, c'est donc de ne pas désespérer les gens. Donc là, par exemple, on a accompagné des gens qui travaillaient en restauration collective, on les accompagnait pour faire d'autres métiers. Par exemple, des métiers de l'appui aux bailleurs sociaux, où on fait de la médiation et de l'appui à des locataires assez âgés, donc ça marche assez bien. Encore faut-il que les gens acceptent de changer d'orientation. Il y a le sujet, globalement, on aurait pu à un moment donné, on l'avait imaginé avec la ministre de l'Insertion, Brigitte Klinkert, faire un partenariat entre le secteur de la restauration, qui réclame de la main-d'œuvre, qui dit qu'il n'arrive pas à avoir de la main-d'œuvre, et le secteur de l'insertion. Il y avait un petit bonus, ça n'a pas fonctionné. Il faut être honnête, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est même un échec. On n'a eu aucun placement. Et ça, c'est lié quand même à la branche patronale de la restauration. C'est à elle aussi à faire des efforts. Alors, a priori, elle démarre ses efforts, mais tant qu'elle ne fera pas des efforts conséquents sur la rémunération, ils n'arriveront pas à recruter. C'est une évidence. C'est quelqu'un, qu'il soit en insertion ou pas en insertion, s'il a plus de 35 ans et qu'il a déjà une famille, les horaires de la restauration classique, traditionnelle, sont très compliqués pour lui. Et il va évidemment préférer la restauration collective. Cette restauration collective étant en difficulté, voilà, il y a d'autres choses à faire. Donc, quelles sont vos attentes en clair dans cette campagne présidentielle au regard du secteur de l'insertion? Comment les candidats peuvent s'engager à mieux aider le secteur de l'insertion? Je vous l'ai dit, moi, c'est une prise de conscience sur le fait que les acteurs de l'insertion sont un des outils pour résoudre le chômage de longue durée et pouvoir surtout créer des emplois, du lien dans les territoires qui en sont dépourvus. C'est vraiment pour moi l'idée de créer 1 million d'emplois d'utilité territoriale et sociale. On l'a chiffré en plus, je pense qu'il faut que les gens s'en saisissent. Il faut dire aussi la vérité. Je veux dire, quand les contrats aidés ont été supprimés dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron,
Là où ça a le plus percuté, c'est dans les écoles et dans les petites mairies. C'est là où ça a le plus percuté. Donc ça a été remplacé par un nouveau dispositif, mais qui n'a pas réussi à prendre son envol. La crise sanitaire a complexifié les choses. Moi, j'espère qu'une fois qu'on sera sorti de cette crise sanitaire, on pourra reprendre ce cheval de bataille pour véritablement s'attaquer, j'y reviens, au chômage de longue durée et aux territoires qui sont éloignés des grands centres urbains. Marie Trébucane, je me tourne vers vous. Unicité est évidemment, par sa nature, très liée au monde associatif et au monde de l'éducation populaire. Est-ce que ces deux mondes-là ont des attentes particulières à l'égard des candidats à l'élection présidentielle ? Le mouvement associatif dont je suis administratrice, donc je suis un tout petit peu impliquée, est très vaste, très divers, très intersectoriel, mais effectivement est en train de travailler à son plaidoyer pour la campagne présidentielle. Donc évidemment que le sujet sur lequel je suis le plus investie, c'est notre vision pour l'avenir. On en reparlera pour le service national, mais du service civique. Donc ça, je l'ai déjà évoqué, il y a tout un texte qui a été élaboré conjointement, collectivement, par les acteurs, notamment de l'éducation populaire, autour de la place du service civique dans l'éducation et du problème que pose le fait qu'il ne soit pas suffisamment connu, pas suffisamment accessible à tous les jeunes et notamment aux jeunes les plus isolés. Donc il y a tout un plaidoyer autour de la poursuite de la généralisation du service civique pour qu'il devienne vraiment universel, accessible à tous. Donc ça, c'est une espèce de colonne vertébrale sur laquelle on travaille collectivement depuis plus de 10 ans maintenant. Et puis, il y a évidemment tout un tas d'autres sujets, sans rentrer dans le macro-macro, mais autour du soutien à la vie associative et à la liberté associative dans sa diversité, avec tout un tas de problématiques de financement fléché. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais et les collectivités locales et l'État marchent beaucoup par appel à manifestation d'intérêt, par l'appel à projet, ce qui est intéressant en soi, mais ce qui n'est pas suffisant pour garder une vie démocratique, une vie associative et de l'innovation voilà, dans le secteur. Pour ça, il faut financer les idées des citoyens et pas commander aux citoyens. L'association délégataire de services publics, pour faire bref, c'est intéressant, ça fait partie des acteurs qui peuvent délivrer du service public, mais les associations ne sont pas que là pour ça. Et l'intérêt de l'association, c'est quoi? C'est des citoyens qui se mettent ensemble parce qu'ils ont envie de répondre à un problème, répondre à un besoin collectif ou sociétal. C'est ça. Et les citoyens, ils sont les mieux placés pour savoir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions. Absolument. Et si on ne soutient pas cette innovation, on va dire, dans le secteur associatif, et donc les associations en tant que telles, on va avoir quand même un problème démocratique. Donc ça, je pense que c'est un deuxième pilier des revendications des associations pour la campagne présidentielle. Et évidemment qu'après, il y a tout le reste, la masse des financements ou la faible masse des financements, les emplois d'utilité sociale. On appelait ça emploi aidé fut un temps, mais sans être des emplois d'insertion pour le coup, mais des emplois d'utilité sociale, aider les acteurs associatifs à avoir des professionnels. Parce que le bénévolat, c'est évidemment vital, mais parfois, il y a besoin quand même de quelques professionnels et les structures n'ont pas les moyens. Donc c'est vrai, la question des emplois d'utilité sociale, c'est un autre sujet, mais il y en a plein. Emmanuel Chansou, ça vous fait réagir, les appels à manifestation d'intérêt, les appels à projet? Non, moi je suis pas contre le dispositif. Il faut après, il faut qu'on ait un dialogue avec l'État et avec les collectivités territoriales. Je trouve que ça nous challenge. Hein. Voilà, il faut le revisiter de temps en temps. Voilà, je trouve que c'est une méthode, je sais qu'elle choque certains de mes collègues, mais moi je ne suis pas choqué. Très bien, on passe tout de suite au reste de l'actualité des acteurs de l'ESS, l'actualité de nos invités. Marie Trébucane, votre actualité, c'est la publication de cet ouvrage, Liberté, égalité et point d'interrogation. Pour un autre service national, vous parlez évidemment de service civique, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce bleu, blanc, rouge un peu inattendu, inattendu à la fois comme mot et comme message? Je pense que je suis partie du constat que j'évoquais au début, en fait, quand vous me disiez, je vous disais, je ne suis pas de politique, mais je suis un peu désœuvrée de voir les sujets qui nous préoccupent dans les médias. Vous faites de la politique sans le dire, autrement. Je fais de la politique avec un grand P. Tous les gens qui s'engagent font de la politique avec un grand P. Tout à fait, je fais de la politique avec un grand P. Mais je trouve que notre société est de plus en plus fractionnée, de plus en plus violente. Alors, c'est venu beaucoup par les réseaux sociaux, où du coup, la liberté de parole fait que... il y a une agressivité, une violence complètement exponentielle et vraiment horrible sur les réseaux, je trouve.
Et elle est même maintenant dans la rue. Enfin, j'ai vraiment l'impression que le « et », c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité… Il nous manque la fraternité. Voilà, qui nous manque beaucoup la fraternité. Et c'est valable à tous les niveaux. Et donc c'est vrai que j'ai réintroduit l'idée d'un service national qui soit plutôt basé sur ce qui existe, à savoir, et qui a fait ses preuves, à savoir le service civique, mais peut-être en l'améliorant, en étant davantage un lieu de mixité, pour qu'il y ait de la fraternité aussi entre jeunes de différents milieux au service d'une cause. Bon, donc je suggère différentes orientations, sans rentrer dans les détails, pour l'améliorer et que ce soit encore davantage un outil de fraternité et un mode opératoire tout à fait concret, praticienne, sur comment le généraliser et en faire vraiment une étape dans le parcours éducatif de tous les jeunes. Et c'est vrai que pour moi, c'est plutôt ça, le genre de service national réinventé dont nous aurions besoin pour remettre la fraternité au centre, que des choses beaucoup plus, on va dire, déjà courtes et symboliques, mais on a besoin de plus qu'un symbole. Voilà. On a besoin d'une éducation à la fraternité, à la solidarité. Ça se fait à l'école, ça se fait dans plein d'autres cercles. Mais d'avoir une colonne vertébrale en disant ça fera partie de l'éducation de tous nos jeunes, que donner une année à la société et de le faire avec des jeunes d'autres milieux, ça me paraît structurellement un beau projet de société. Voilà, donc c'est ce que je propose dans le livre. Il nous manque la fraternité. On dirait dans le monde de l'économie sociale et solidaire, la fraternité, c'est la solidarité. Hein, c'est bien ça dont on parle. Pourquoi est-ce qu'elle nous fait défaut aujourd'hui? Vous avez cité les réseaux sociaux. C'est peut-être pas la seule raison. Comment ça se fait que cette notion-là est en train de se déliter? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre pour la consolider? Je vais répondre sans répondre, parce qu'on a créé avec, vous parliez de coexister tout à l'heure, un certain nombre d'acteurs Singa qui travaillent sur l'accueil des réfugiés, etc. On avait créé un labo de la fraternité. En lien avec l'audace d'ailleurs aussi évidemment, fraternité générale, etc. Et on faisait un baromètre. On fait tous les ans une espèce de sondage pour sentir ce que les Français, les gens ici, pensent à la fois des autres, de la diversité, un peu sentir les choses. Ce qui me rassure, et ce qui me contredit moi-même, c'est que dans le fond, je pense que dans le fond des individus, il n'y a pas de manque de fraternité. Il y a plutôt une envie de fraternité, il y a plutôt une envie d'engagement. Mais dans ce qu'on voit et dans ce qui est proposé sur la table aux citoyens, il n'y a pas ça. Il n'y a pas les cadres, il n'y a pas… et c'est pour ça que je crois beaucoup au service civique et je reviens toujours dessus. C'est que c'est juste un cadre en fait. C'est juste une proposition faite pour répondre à l'envie d'engagement, à l'envie de fraternité. Mais du coup, on te donne concrètement un espace où le faire. Parce que le labo et les sondages qu'on fait avec ce labo de la fraternité montrent que les gens, en fait, même la diversité, majoritairement, contrairement à ce qu'on peut penser, les Français trouvent que c'est bien la diversité, que c'est riche, que ça peut apporter à la société. Par contre, ils ont peur. Ils ont peur, et plus les âges augmentent, moins ils ont d'occasion de rencontrer des gens différents. C'est ça qui est problématique. Parce que pourquoi on a peur de la différence? Parce qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut créer les espaces de rencontre. Donc, c'est pour ça qu'il faut des solutions concrètement. Il y a une envie. L'homme est bon, en gros, si je me la fais un peu… mais sauf que si la société et le collectif l'emmènent vers du mal, l'homme est aussi un animal. Donc, il y a un moment, il faut faire quelque chose. Et je pense qu'il faut des projets structurants pour faire que le bon de la personne s'exprime. Et franchement, moi, j'ai plus de 35 000 jeunes qui sont passés par juste Unicité. Le service civique, c'est plus de 600 000. C'est quand même des jeunes, quels que soient les milieux, les problèmes personnels, qui ont envie d'aider. Mais évidemment que l'être humain, il a envie d'être utile, il a envie de compter pour les autres, c'est ça. Mais si on leur donne pas cette possibilité-là, ben on se renferme, on se rebelle, sentiment d'injustice, violence. Enfin, c'est des cercles vicieux, horribles. Il faut absolument pas qu'il faut sortir. Voilà, donc liberté, égalité et point d'interrogation pour un autre service national par Marie Trélucane aux éditions Débat Public à acheter dans votre librairie de quartier de préférence. Voilà, Emmanuelle Chansou, votre actualité à vous, elle est dans le secteur de l'insertion. Votre association Emploi-Développement se développe. Vous créez une filiale dans le travail temporaire, c'est ce qu'on appelle une ETTI, c'est ça? C'est ça. Une entreprise de travail temporaire d'insertion. Donc une entreprise de travail temporaire d'insertion, donc c'est la réglementation des entreprises de travail temporaire, avec en plus un agrément et un contrat d'objectif avec l'État pour faire de l'insertion, avec un petit financement qui va financer le surcoût social qui est lié au public particulier. Donc en fait, on va avoir toujours les mêmes critères d'éligibilité au parcours d'insertion qu'on a dans les associations intermédiaires. Je rappelle un petit peu le paysage. Hein. On a l'association intermédiaire, on a les chantiers d'insertion,
on a l'entreprise temporaire de travail d'insertion et l'entreprise d'insertion. Donc voilà, on a Là aussi, c'est très compliqué. C'est Aussi très compliqué compliqué. que l'Europe. Hein. aussi compliqué que l'Europe, mais en fait l'intérêt c'est d'avoir des outils complémentaires. L'intérêt pour nous, pourquoi on fait ça, c'est parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on avait moins d'impact positif avec les gens qu'on accompagne, tout simplement parce que le marché du travail a des exigences qui sont plus élevées. Et ça veut dire qu'on pourra faire ce qu'on appelle des suites de parcours. C'est-à-dire de pouvoir proposer un parcours à une personne qui sera dans l'association intermédiaire, passer dans le TTI et avoir un parcours complémentaire qui pourra l'amener à une qualification et ainsi augmenter ses chances d'être inséré professionnellement. Mais est-ce que ce n'est pas contradictoire, Emmanuel Chansou, de vouloir encadrer du personnel en insertion et de lui proposer des missions d'intérim, c'est-à-dire ponctuelles, avec forcément d'autres difficultés d'encadrement? Je sais que c'est un débat qui existe dans le secteur de l'insertion. Alors c'est un débat qui existe, mais je veux dire, il faut aussi prendre en compte la réalité du marché du travail. Hein. Il y a des tas d'entreprises qui, pour plein de raisons, ne peuvent pas gérer en des flux de salariés. Moi, dans une autre vie, j'ai travaillé dans le milieu agricole. Dans le milieu agricole, il y a des saisons. Et on doit s'adapter à la saison. Donc il y a des flux. Ça nous avait permis de créer des groupements d'employeurs, des groupements d'employés saisonniers. Mais en tout cas, c'est pareil. Il faut accepter que l'intérim correspond à un besoin. Et vous savez, nous, on est en fait une vraie passerelle vers l'emploi. C'est-à-dire on fait du pré-recrutement. Je veux dire, parfois, je dois même freiner les DRH. Les DRH qui m'appellent, qui me disent « je veux absolument recruter telle personne ». Et on doit les freiner pour leur dire « écoutez, cette personne n'a pas encore fini son parcours de recalage social pour des raisons que vous n'avez pas à connaître, que nous sommes, nous, en tant que professionnels, les seuls à avoir connaître, et on en reparlera dans 1 mois, dans 2 mois. » Donc ça marche, il faut pas. Moi, je suis plus choqué par l'ubérisation des emplois que par l'intérim. L'intérim crée de l'emploi et correspond à des besoins des entreprises et aussi parfois à un style de vie, à des choix que font certains salariés. Quand vous dites ubérisation, vous parlez de précarisation. C'est de la vraie précarisation. Moi, je pense que c'est le véritable scandale qu'on a à l'heure actuelle. Ce sont les plateformes de livraison de repas qui font travailler des gens avec des salaires de misère, dans des conditions de misère. Et je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne s'attaquent pas à ça. Je ne comprends pas même les gens qui consomment ces plateformes. Enfin, je veux dire, dans toutes les villes maintenant, on voit des jeunes migrants en vélo qui sont exploités, qui sont sous-payés. Et je trouve ça scandaleux. Ça me révolte. Et on a même vu cette semaine un jeune qui est mort. Et on s'est aperçu que quelqu'un lui avait sous-loué son emploi de livreur de pizza ou d'autres choses. Donc il y a une vraie dérive effectivement sur ce pan du marché du travail. Merci Emmanuel Chansou. Dernière ligne droite tout de suite avant de conclure cette émission. Avant de terminer donc cette émission OEC-Sonère, petit détour vers les infos positives. Emmanuel Chansou, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous comme info positive du moment? Pas facile. L'info positive, c'est les Jeux Olympiques de 2024. Je pense que la vraie chance et la vraie réussite de ces Jeux Olympiques de 2024, et ça va arriver très très vite, c'est qu'on a rajouté une brique à ce qu'on appelle la notion d'héritage. Traditionnellement, les villes candidates avaient un héritage qui était un héritage immobilier. Donc, les villages d'athlètes étaient transformés en CTU, etc. Là, on a rajouté une brique qui est celle de l'héritage en termes de compétences et en termes d'emploi. Et de gros efforts ont été faits, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de fond qui est fait pour que, à l'issue des Jeux Olympiques, ce soit une occasion pour former des gens. Et je trouve que c'est vraiment positif. Nous, on travaille avec Emploi Développement, avec des gros opérateurs, avec GL Event, qui est un gros opérateur de l'événementiel, qui est lauréat avec nous sur des marchés des JO. Il y a aussi nos amis d'ESS 2024 qui font un gros travail. Et voilà, l'info positive, c'est que je suis persuadé qu'on va changer des choses, notamment en Seine-Saint-Denis, où il y aura beaucoup de lieux des JO et qui auront un vrai héritage en termes de compétences et de développement de l'emploi. Plus d'emplois, plus de compétences, de meilleures formations. C'est ça qui est important, c'est un gros effort qui est fait. Nous, on investit beaucoup en formation. Donc, par exemple, on parlait de la restauration. On invente avec un partenaire, un gros opérateur de la restauration, des nouvelles formes de restauration pour demain. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur de nouvelles formes de restauration qui ne seront pas forcément assises, qui ne seront pas forcément debout, qui seront semis. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le village olympique, c'est un système de restauration,
24 heures sur 24. Donc ça veut dire qu'il faut énormément de gens pour le faire tourner. Et ça veut dire quoi, des nouvelles formes de restauration? Les nouvelles formes de restauration, ça veut dire que par exemple, les gens qui vont venir, que ce soit les athlètes ou les journalistes, auront un système de commande qui se fera bien à l'avance. C'est-à-dire qu'ils arriveront, ils pourront commander non pas forcément sur des bornes, mais sur leur application, qu'il faudra gérer tout ça. Et il y aura aussi un gros système qui sera mis en place pour garantir l'aspect développement durable et environnemental de tout le système de restauration. C'est-à-dire qu'on aura par exemple un système pour sortir très très vite ce qu'il reste, en fait, les matières sèches de restauration, donc les emballages, les plateaux, les couverts, etc. Donc il va y avoir des tas de choses à faire autour de ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va innover, on va tester de nouveaux métiers, on va tester de nouveaux modes de gestion des flux de restauration. Est-ce que j'arrive? Est-ce que je vais chercher mon plateau? Est-ce que je suis capable de faire certaines choses? Ou est-ce que je vais être servi en place? Ce qui est un challenge aussi sur les JO, c'est il ne faut pas oublier l'aspect paralympique. Donc ça veut dire par exemple que nous, on a prévu de former des gens à la langue des signes. Parce que voilà, pour pouvoir dialoguer avec les personnes, il y a des tas de choses sur lesquelles on va innover. Donc ça, c'est ultra positif. Donc les Jeux Olympiques, voilà, première information positive pour ce vendredi. Marie Trélucane, vous allez nous parler de votre rendez-vous ministériel, parce que vous êtes, voilà, c'était ce matin, voilà, votre info positive. Quelle est la bonne nouvelle du jour? Enfin, du jour, ça se construit avec le temps, mais il y a plein d'infos positives. On a parlé du service civique européen, ce que dit Emmanuel, effectivement, c'est une belle perspective. En tout cas, il y a un gros potentiel. Oui, ce matin, ça paraît une goutte d'eau dans la mer, mais je me réjouis que... Alors, vous savez que le gouvernement Emmanuel Macron n'a pas souhaité de créer un revenu, que je ne sais plus comment... Pour les jeunes. Jeunesse, oui. En revanche, propose de revoir un système qui existait d'allocation et d'accompagnement pour les jeunes au chômage et éloignés de l'emploi, et de le généraliser en créant ce qu'il avait appelé un contrat d'engagement jeune. Et donc, mon rendez-vous de ce matin, et qui me réjouit par ailleurs, c'est qu'on est en train d'organiser le fait qu'à tous ces jeunes qui n'ont rien, on veillera à leur proposer, avant toute chose, dans une première étape de parcours, évidemment, ce n'est pas une fin en soi, un engagement de service civique avec d'autres dans la mixité. Et ça a l'air d'être une goutte d'eau dans la mer, je dis, et c'est peut-être technique, mais pour les acteurs de l'insertion, il y avait vraiment deux mondes, celui de l'engagement, voilà, et celui de l'insertion. Et je trouve ça désolant, parce que les jeunes, c'est comme des citoyens, c'est des individus dans une complexité, dans une globalité, et il est évident qu'on s'insère mieux quand on est bien dans sa vie, et quand on a confiance en soi parce qu'on a été utile et qu'on a été fier d'avoir été utile, et ben on s'insère mieux. Et donc je me réjouis qu'à tous ces jeunes qui seront donc dans le contrat d'engagement jeune, on leur proposera avant toute chose au départ, surtout s'ils n'ont pas d'idée de projet, de faire un service civique, et que les acteurs plutôt associatifs, éducation populaire, veilleront à les accueillir. Enfin j'espère en tout cas. On travaille à comment on fait tout ça. Parce que tout ça après c'est des rouages. C'était un peu l'objet de la réunion, mais de décloisonner en fait. Avec Thibaut Guilluy, le haut-commissaire. Il y a d'un côté le ministère, c'est de l'interministériel qui est très compliqué pour ceux qui ont l'habitude. Chacun travaille un peu dans le silo. Et là, il faut qu'on fasse travailler le ministère jeunesse, éducation populaire, éducation tout court, avec emploi. Et c'est tout un travail, effectivement, sous la houlette d'un côté de l'Agence du service civique et du secrétariat d'État à la jeunesse, et de l'autre de Thibaut Guilluy, de Madame Borne, bref, de la partie emploi, d'arriver à faire que tout ce petit monde se parle et qu'on décloisonne. Et on est en train d'aller vers là, et ça me réjouit. Et si ça se fait, c'est 3 bonnes nouvelles en une seule, en fait, parce que ça veut dire qu'on donne un but aux jeunes au travers de l'engagement, une rémunération, puisque c'est le dispositif du service civique, et puis c'est le développement du principe du service civique pour une cité, c'est aussi une très belle perspective, si ça se fait. Et de la mixité, parce que c'est pas que les jeunes favorisés qui s'engagent et les jeunes défavorisés qui font de l'insertion, c'est pas comme ça. L'insertion, c'est tout un parcours de vie, et l'engagement, c'est pour tout le monde. Donc il faut qu'on arrive à décloisonner. Oui, c'est une bonne nouvelle, je pense, j'espère. Mais je dis, si ça se fait, et dans 3 mois, il y a des élections. Ben, oui. Alors quelles sont les chances que ça aboutisse avant ? Probablement très peu. Ce qui s'appelle le contrat d'engagement, qui de toute manière va engager les administrations du ministère de l'Emploi, Pôle emploi, les missions locales, elles vont continuer. Les élections, donc ça va. On est en train de caler la technicité entre guillemets là tout de suite, avant mars, et puis ça va continuer jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles perspectives en termes de politique d'insertion, en termes de service civique, service national. Parce que je ne vous cache pas que le livre, c'est aussi pour suggérer au président de la République actuelle
de peut-être fusionner son idée de service national universel et le service civique pour faire un vrai service civique universel qui soit vraiment transformateur pour la société. Et ça va avoir un gros impact aussi. Donc bref, je crois qu'on avance petit à petit. Vous savez, les politiques changent, les administrations restent, donc on travaille avec elles. Eh bien, merci beaucoup Marie Trélucade, merci beaucoup Emmanuel Chansou, à tous les deux d'être venus sur le plateau de Mediatico. C'est la fin de ESC Sonère, la seule émission de France où les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent la parole sur l'actualité politique. Merci à vous de l'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, réagissez sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur les réseaux sociaux de Mediatico. Et puis, prochain rendez-vous pour ESC Sonère, ce sera fin janvier. Et nous recevrons ici Eva Sadoun, coprésidente d'Impact France, et Hugues Vidor, président de l'UDES, le syndicat des employeurs de l'économie sociale. D'ici là, restez positifs et solidaires.